En vérité, la banque vous vend quoi? La banque vous vend la sécurité. Donc, il n'y a pas l'un dans la radio. Il n'y a pas là. J'étais en classe de CM2. J'organisais aussi Miss Togo dans mon quartier, tu vois. Ah ouais? Décrypte, épisode 2 avec Emmanuel Forkson. Emmanuel, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Yann. Très heureux de venir dans ton émission, Décrypte. Alors, moi, c'est Emmanuel Forkson, passionné de marketing et communication. Dans mon parcours, j'ai eu l'opportunité de travailler avec plusieurs sociétés de la place, des agences et tout. Et j'ai pu faire mes armes dans tout ce qui est communication, publicité, animation, marketing. Et c'est ce que je vends aujourd'hui. Je me positionne comme un apporteur de solutions pour permettre aux entreprises, aux sociétés de pouvoir vendre leur image, vendre leurs produits et se faire des bénéfices. Ok, très bien. Tu es tombé dedans quand tu étais petit? Tu as toujours voulu faire du marketing ou bien comment tu es tombé dedans? Bon, mon histoire même est un peu atypique, je peux le dire ainsi parce que depuis tout petit, mon rêve c'était d'être architecte. Et ça, je le dis souvent. Je l'ai dit à mon père. En tout cas, très vite, j'ai eu cette passion-là parce que j'étais très passionné par tout ce qui est dessin, tout ce qui est construction et tout. Et j'aimais toucher vraiment à tout. Voilà, j'étais très curieux. Et donc, c'est dans ça que j'ai découvert l'architecture et ça me plaisait beaucoup. Donc, je disais à mon père que quand je vais grandir, c'est ce que je veux faire et tout. Et donc, du coup, voilà, petit à petit, faisant mon bonhomme de chemin, j'arrive au collège, je finis la classe de troisième, j'ai mon BPC et je voulais faire la série D ou la série C. La série C étant réputée comme la série la plus compliquée, donc beaucoup de personnes essayaient de me dire de ne pas aller là-bas. La série D, on me disait non, la D aussi c'est pas trop ça. Écoute, tu as de très bonnes notes en série scientifique. Écoute, va faire la série A, tu auras ton bac plus facilement et tout. J'ai dit mais non, moi c'est pas ça qui m'intéresse quoi, parce que en ce moment-là on n'avait pas forcément beaucoup d'informations sur les débouchés. Et puis, on se disait aussi que c'est ce que nos enseignants nous disaient, hein, que si tu choisis une filière ou bien une série, tu dois évoluer dedans jusqu'à... Donc, on ne nous donnait pas cette ouverture d'esprit-là, que tu peux, même si tu as ton bac littéraire, tu peux après switcher, faire autre chose. Donc, on n'avait pas ces informations. Donc, nous, on se disait... Voilà, si tu fais la série D, c'est que tu as plus d'opportunités que si tu fais la série A. Oui. Parce que la série A, soit tu deviens quoi tu fais du droit. Tu deviens traducteur, tu fais la langue, ou bien tu fais le droit, ou bien tu fais la sociologie. Alors que bon, les infos qu'on avait du campus, c'était pas trop ça. Ils disaient que on devait se réveiller très tôt le matin pour aller. Il y avait pas de place dans les amphis. Donc, il y avait vraiment une sorte de psychose qu'on avait en fait. Donc, tant jeune, on réfléchissait beaucoup à ce qu'on allait faire. C'est pour ça que beaucoup voulaient vraiment faire la série D ou la série C pour avoir plus d'opportunités, plus d'ouverture et tout. Donc, je voulais pas du tout faire la série A. C'était vraiment compliqué. On a discuté en famille. Mes professeurs aussi sont intervenus et tout. Et finalement, j'ai dit, OK, je vais faire la série A. Ce qui a fait que j'ai quand même failli rater mon bac. Okay. Parce que je m'amusais beaucoup. Ok. Franchement, j'étais pas très sérieux. En seconde, j'ai bien travaillé. J'ai dit à mes parents, voilà la moyenne que je vais avoir. Et en fin d'année, j'ai eu la moyenne. Tout le monde était content. En première, je me suis beaucoup amusé, mais je suis quand même sorti au probatoire. Et le probatoire a été réputé être l'un des examens les plus difficiles.
Mais je suis sorti. Après, le bac, franchement, là, c'était la catastrophe. Ok. C'était la musique, c'était le foot, c'était autre chose, en fait. Je faisais rien d'autre. Ok. Et j'ai failli rater mon bac comme ça. Et je suis sorti vraiment, In in extremis. extremis, en fait. Et c'est là que je me suis réveillé. J'ai dit, mais Joe, écoute, c'est chaud. Donc après le bac, on commence par réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Et j'étais très intéressé par l'univers journalistique D'accord. parce que j'aimais regarder les présentateurs à la télé, les Ok. présentateurs d'émissions, d'événements. Et tiens, une anecdote, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup suivre l'élection Miss Togo. Oui. Et donc déjà, je crois que j'étais en classe de CM2, je sais plus. J'organisais aussi Miss Togo dans mon quartier, tu vois. Ah ouais. Donc je faisais venir les filles du quartier et tout sur notre cours à la maison. Et puis on organisait ça et c'est moi-même qui étais le présentateur et tout. Donc c'était très intéressant. Les gens venaient de tout le quartier. C'était dans quel quartier? Un vieux quartier de Lomé. La Gocombe, pour ceux qui le connaissent, c'est l'un des premiers quartiers de Lomé, de la capitale. Ok. Juste en plein cœur du grand marché. Ok. Voilà, donc c'était là-bas et tout. Donc du coup, c'était vraiment ça aussi qui me passionnait. Donc je me suis dit si je fais pas l'architecture, donc je vais forcément Faire aller de dans gens. ce sens-là. Voilà. Donc il n'y avait pas vraiment d'école de journalisme. Je pense que même maintenant peut-être on en a une ou deux. Je sais qu'il y a Isika, quelque chose comme ça, mais oui, il y a, mais oui. en ce moment il y en Il y avait pas. Hmm. Donc du coup comment tu fais? Moi je discute avec des gens, j'essaie de prendre des informations et je discutais avec une amie, c'est elle qui me parlait de la communication. D'accord. Donc moi je savais pas que le journalisme aussi faisait partie de la com. Voilà, donc et le mot communication même j'avais jamais entendu parler. D'accord. Donc j'ai dit ah bon, elle dit oui, la communication aussi c'est intéressant et tout. J'ai dit ah OK. Donc je commençais par faire mes recherches et j'ai vu que oui effectivement il y a le journalisme, il y a l'événementiel, il y a la publicité, il y a plein de trucs dedans. J'ai dit mais ça c'est très bien que ça. Tu as posé des mots sur ce que tu faisais déjà. Voilà, des trucs que je faisais déjà et tout. Donc j'ai dit wesh. Donc écoute, il faut que je me lance. Donc je suis parti prendre les informations et tout. Donc voilà comment est-ce que je me suis retrouvé dans une école de la place à faire ma licence en communication et relations publiques. Et voilà. Donc comme j'étais vraiment passionné par tout ce qui est journalisme, dès déjà à ma deuxième année, j'ai déposé des demandes un peu partout dans les radios de la place. Parce qu'en ce temps-là, c'était les émissions radio qui cartonnaient beaucoup. Et comme j'aimais aussi beaucoup la musique, donc je voulais vraiment voilà faire ça. Donc du coup, il y a une radio de la place qui m'a fait confiance et qui m'a offert mon premier stage Ok. à la radio chez eux. Et ça s'est très bien passé. J'allais sur le terrain, je couvrais des événements, des conférences de presse et tout ça. J'ai appris l'écriture journalistique. Comment est-ce que il faut vraiment bien préparer les mots que les animateurs ou bien les présentateurs doivent présenter au niveau du journal et tout ça. Donc c'était vraiment très passionnant, très intéressant. Mhm. Donc voilà un peu comment je suis retrouvé au niveau dans la com. C'était en quelle année ça? Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà les réseaux sociaux ou bien dans ton imaginaire justement le journaliste c'était seulement le gars à la télé? Ou est-ce qu'il y avait déjà YouTube, il y avait déjà Facebook, il y avait déjà ces influenceurs ou créateurs de contenu? C'était en quelle année? C'était comment à l'époque? Mon bac, moi je l'ai eu en 2007. Ok. Donc ouais, ça commençait déjà, je crois déjà en 2004, on avait déjà les premiers signes de tout ce qui est YouTube et tout ça. Donc on allait dans les cybercafés. Donc c'est vrai que c'est comme nos jeunes frères d'aujourd'hui hein, qui sont plus sur TikTok. Donc quand nous aussi on allait dans les cyber à ce moment-là, on n'allait pas pour faire des recherches, c'était juste pour regarder des vidéos, des trucs. Donc, ouais, mais le truc des influenceurs, on n'avait pas vraiment une image là-dessus. Donc, moi, c'était plus le gars qui était à la télé, qui animait les émissions le week-end, peut-être à la TVT. On avait des émissions qui passaient les samedis et tout. Donc, tout ce qui est culturel, c'est ça que moi je suivais, ou bien les émissions qui passaient les dimanches. On avait de très bons animateurs. Oui. Ou à la radio aussi avec des potes qui venaient, qui faisaient des freestyles et tout ça.
Donc voilà l'univers un peu dans lequel je baignais et c'est ça qui m'inspirait en vrai. Ok. Mais je me suis très vite déchanté parce que j'ai vu que y a pas la dedans. Ah, ah En tout cas, avant il y avait pas parce que écoute, quand je suis allé à la radio, j'ai vu que c'était compliqué. Il y ouais. avait Donc il n'y a pas de langue dans la radio. Oh, Joe, franchement, vous m'excusez, hein, mais je me suis obligé de faire le béret un peu, tu vois. Ok. Écoute, franchement, j'étais un peu déçu. Ok. Parce que, et je tire vraiment chapeau à tous les confrères, tous ceux qui sont journalistes, tous ceux qui sont, passionnés de journalisme, les animateurs, les présentateurs. Franchement, c'est des gars qui sont très passionnés. En tout cas, moi, quand je suis rentré dans ce domaine-là, en 2009-2010, j'ai vu des personnes très passionnées par leur boulot, mais qui avaient des salaires vraiment très misérables. Hmm. Et j'ai connu des gars qui n'avaient même pas de salaire, Ah ouais. mais qui venaient chaque jour faire des émissions à la radio. Je sais que jusqu'à maintenant, il y a encore plein de journalistes qui n'ont pas de salaire, qui travaillent dans des structures, mais qui n'ont pas de trucs. Donc c'est un secteur qui est très très compliqué. Mais on a vraiment des gens qui sont très passionnés, très talentueux, mais franchement c'était compliqué. On est dans des cryptes. Je fais une petite pause justement Mm. sur le journalisme. Mm. C'est enfin en radio spécifiquement. Ouais. Pourtant moi quand j'allume la radio, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des publicités, des choses comme ça. Ça rapporte pas vraiment. Ça coûte combien aujourd'hui par exemple une annonce en radio en moyenne? Je sais pas si tu as les prix. Et il y en a beaucoup ou bien ça ne permet pas finalement de faire tourner la radio? Je pense que ça permet pas forcément de tourner parce Ok. que on a véritablement on a combien de structures qui font vraiment de la com sur les radios. Il y en a pas beaucoup, hein. Ouais. Il y en a pas beaucoup. Il y a que ces entreprises-là qui ont vraiment compris que la radio est très importante. Jusqu'à aujourd'hui, même avec tout ce qu'on a comme développement au niveau du digital, la radio reste quand même un média très 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 important sur lequel il faut vraiment capitaliser parce qu'il y a cet effet de répétition qui est très 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 intéressant et qui permet de véritablement d'intégrer d'implémenter en fait une bonne publicité. Donc du coup, pour moi, ça tourne pas forcément à l'avantage des directeurs ou bien des propriétaires de ces radios là. Du coup, voilà. Le gars, il a juste ce qu'il faut pour pouvoir peut-être payer les loyers, C'est payer ça. l'électricité, C'est ça. payer peut-être les redevances pour le canal qu'on lui a donné, tout Bien ça. sûr. Donc, est-ce qu'il a assez de moyens encore pour payer le personnel? C'est D'accord. pas évident en fait. Ouais. C'est vraiment pas évident. Donc, on le comprend aussi. Mais je pense que après ça a changé, hein, parce qu'aujourd'hui on a l'aide, je pense qu'il y a l'aide du gouvernement aussi qui quand même, essaie quand même de pousser, qui donne quelque chose, même si c'est pas assez. Mais le gouvernement a fait aussi des efforts pour pouvoir doter. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une convention collective qui a été signée pour pouvoir avoir des vrais contrats au niveau des journalistes et tout ça. Donc, je pense que c'est en train de ça pousse, ça évolue. Et il y a beaucoup plus d'annonceurs aujourd'hui qu'avant. D'accord. Et avant, je sais qu'on pouvait passer une pub à la radio à 5 000 francs, à 10 000 max. Aujourd'hui, tu peux passer un pub à 15 000, à 20 000 D'accord. à la radio, surtout à des heures de grande écoute, de grande audience. Donc, ouais, ça commence vraiment par venir. Et moi, je pense que les annonceurs feront, en tout cas, bien de pouvoir passer par ce canal-là. Et la dernière fois, je suivais une radio de la place et un journaliste justement a lancé ce cri de cœur parce qu'il disait qu'aujourd'hui, avec ce que les jeunes font sur TikTok, les jeunes influenceurs font sur TikTok, et TikTok qui est très puissant aujourd'hui, et ils ont vraiment peur que les gens ne commencent pas véritablement switcher, se concentrer plus sur TikTok, sur ces jeunes influenceurs-là que de venir faire des pubs à la radio, alors que c'est ça qui rapporte de l'argent à ces médias-là qui permettent derrière de pouvoir payer le personnel qui Bien travaille. sûr. Donc, c'est vraiment compliqué, quoi. Après, tu vois, dans la perspective d'une agence, j'observe aussi qu'en fait, quand je compare la radio par rapport à d'autres canaux pour faire de la publicité, le problème, c'est que j'ai une moins bonne visibilité sur le retour sur investissement lorsque je diffuse en radio. Je ne sais pas quelle est l'audience, combien de personnes ont écouté. Et je ne sais pas toi, mais j'ai l'impression que les radios n'arrivent pas à nous fournir ces données-là. Et je me demande pourquoi, première question.
Est-ce que c'est pas finalement aussi une voie salvatrice? Parce que mine de rien, quand je regarde, même dans mon entourage, comme tu dis, la radio reste un pilier. C'est-à-dire que quand tu es dans la voiture, tu vas avoir le réflexe d'écouter la radio. Parfois, quand tu te lèves le matin pour meubler, en fait, pour avoir une petite ambiance, tu écoutes la radio. Donc, c'est là, mais on ne sait pas véritablement combien de personnes écoutent. Comment toi, tu perçois ça? Et aujourd'hui, dans tes fonctions, comment tu prends en compte ce critère-là, finalement, je ne peux pas mesurer mon ROI sur une radio, ou peut-être que tu arrives, je sais pas. Non, c'est vrai, il y a ces médias-là, et même à la télé, hein, c'est vrai que dans les pays, bon, je peux pas dire plus ou moins en griffe développés, il y a on a des outils qui permettent de mesurer l'audience et tout ça, ce qu'on n'a pas forcément en Afrique, mais je sais que ça commence par venir petit à petit dans certains pays qui comprennent un peu la chose. Donc, ouais, il y a la télé, il y a la radio, il y a l'affichage aussi, Oui, qui ne nous donne pas forcément des données qui nous permettent des données assez pertinentes pour savoir si notre campagne a véritablement marché ou pas. Mais derrière, ce qu'on fait, c'est de faire des entretiens individuels. d'accord. Par exemple, en agence, on pose des questions aux chefs d'agence ou au personnel qui sont en agence pour leur demander, voilà, est-ce que vous avez constaté une certaine Influence. affluence sur telle période? Est-ce qu'il y a plus de personnes? Et je me rappelle dans une de mes expériences passées, lorsqu'on faisait les campagnes à la radio, tout de suite, on remarquait en même temps une certaine influence Wow. qui augmentait dans nos boutiques et tout. Et quand on fait une campagne qu'on ne fait pas de radio, on a ces retours-là, les gars viennent, ils nous disent, mais est-ce que vous êtes sûr que vous faites vos campagnes là? Parce qu'aujourd'hui, il y a personne qui vient. Personne ne vient même demander, voilà, poser des questions sur les produits et tout. Donc, on sent en même temps que il y a quand même un impact derrière et les gens suivent aussi beaucoup les émissions. Comme tu l'as dit, la radio, c'est quelque chose que tu peux suivre partout, que ce soit au marché, chez toi à la maison, dans ta voiture. Donc, la radio est vraiment partout. Oui, Donc, ce qui fait que le message passe. Tu n'as pas le retour où la personne vient tout de suite pour acheter, mais quand même, la personne a écouté, la personne était exposée au message que tu as diffusé et maintenant, il faut accompagner cela par une équipe terrain d'accord. qui va maintenant vers les gens, qui va dans les maisons faire du one-to-one dans les quartiers. Et là, ça a plus d'impact. Parce que si tu fais juste de la radio et tu attends que les gens viennent, ça peut être un peu compliqué. Mais si tu appuies avec une équipe terrain qui va maintenant vers les gens, et quand la personne vient maintenant, quand le commercial vient présenter le produit, la personne dit, ouais, j'en ai entendu parler à À la la radio, radio, oui. voilà. Et donc, du coup, c'est plus facile pour les commerciaux de pouvoir vendre sur le terrain, quoi. Donc la radio aide beaucoup. Si on a des campagnes terrain, la radio a vraiment un grand impact. Par rapport à la télé aussi, qui a aussi un gros impact, Mhm. mais seulement que la télé, c'est un peu plus onéreux que la radio, quoi. La radio, avec peut-être une pub que tu vas passer à la télé, tu peux faire passer peut-être 5 ou 6 tu peux avoir peut-être 5 ou 6 diffusions, quoi, à la Oui. radio. Donc, du coup, Surtout que ce que faut nous on regarder. observe beaucoup aussi, c'est au niveau des radios, à l'intérieur du pays aussi, ça te permet de toucher une audience que autrement tu aurais pu avoir du mal à toucher. Si, surtout les radios communautaires qui sont très écoutées, Oui. très impactantes, Ok. très impactantes et on regarde pas ça, mais les radios communautaires, c'est vraiment, c'est quand on a des campagnes à faire à l'intérieur du pays, il faut pas switcher. Il D'accord. faut les intégrer parce qu'elles sont très écoutées. Ok. Ouais. Tu anticipes sur une des questions que j'allais te poser justement. Emmanuel, je crois que je vais te détester parce que j'ai plein de questions, mais tu m'amènes sur des sujets où j'ai encore plus de questions. Y a pas de souci. L'une des questions que je me posais, c'est est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le digital est vraiment indispensable lorsqu'on fait de la communication en Afrique, lorsqu'on fait du marketing en Afrique? Est-ce que tu penses que le digital est vraiment indispensable? Et toi, lorsque tu vas faire tes stratégies, est-ce que tu penses que tu peux t'en passer? Typiquement, est-ce que tu vas mettre 10% dans le digital, 1% dans le digital et 99% ou 90% hors digital, donc dans des radios, des choses comme ça? Comment tu gères cet aspect? Et bon, je pense que tout dépend aussi du type de produit Ok, qu'on doit vendre, ouais. Parce que si je suis dans le VTC, je gagne plus à être
plus sur le digital. Bien sûr. Maintenant, si je suis, par exemple, sans lui faire de la pub Vitago, écoute, je gagne plus à être dans les maisons avec ma petite voiture à tourner. On a vu que ça a marché. Et il y a plein de produits comme ça dont on n'entend même pas parler sur les médias, que ce soit sur les digital, sur les médias traditionnels, mais qui marchent fort parce que les gars sont sur le terrain, ils font du one-to-one. Donc ouais, parce que la grande masse en fait, le mass market n'est pas forcément tout le temps connecté sur le digital. Bien sûr. Donc du coup, si on vend des produits mass market, vaut mieux véritablement aller faire du one-to-one, faire voilà du porte-à-porte, aller sur le terrain pour pouvoir vendre le produit, écouler le produit comme il faut. Maintenant, si c'est des produits qui sont un peu plus high, qui peuvent, voilà, dont tout le monde n'a pas forcément besoin, là, on peut véritablement axer la com sur le digital pour pouvoir toucher des personnes qui sont connectées, qui sont tout le temps connectées, qui peuvent avoir cette information-là assez rapidement. Et derrière, quand on a en termes de ROI, on sait comment suivre et savoir combien de personnes on a touché, combien de personnes sont revenues pour avoir des informations, combien de personnes on a pu convertir aussi pour pouvoir faire des clients et tout. Donc, pour moi, je pense que tout dépend du type de produit qu'on a sous la main. Mais en Afrique, le digital reste a encore du chemin à faire. Aujourd'hui, peu importe la stratégie qu'on a, c'est le terrain qui décide en fait. Et il y a un volet aussi qui marche beaucoup, c'est le bouche à oreille. D'accord. En Afrique, en tout cas au Togo, le bouche à oreille marche beaucoup. Bouche à oreille. C'est-à-dire aussi bien quand c'est bon que quand c'est pas bon. Voilà, dès que quelqu'un dit ça c'est bon, dit à son frère c'est bon, lui aussi dit à l'autre c'est bon, c'est fini. Ça commence par prendre en fait. Ouais. Le bouche à oreille, ça marche fort, truc. Donc oui, la com digital aussi c'est une autre manière de faire du bouche à oreille aussi, en fonction de l'impact que la communication a et de la manière dont on matraque un peu le client, où on est visible tout le temps, et tout ça permet aussi au client d'en parler à d'autres personnes de voir, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se passer du digital. On ne peut pas se passer du digital. C'est un expert qui vous parle, hein, parce que quand j'ai regardé ton profil LinkedIn, je me suis dit, mais attends, ce gars-là, il est passé par toutes les casquettes, les formes de communication. Et je voulais justement revenir là-dessus parce que tu as été journaliste, tu as travaillé en agence. Ouais. Je veux bien qu'on fasse une petite pause sur ces expériences en agence déjà. Ok. Tu faisais quoi en agence? Bon, en agence, j'étais tout d'abord chef projet événementiel pour en fait, l'organisation dans l'agence, c'était que chaque client avait un chef projet dédié. D'accord. Donc moi j'étais dédié à un client spécifiquement et il y avait d'autres chefs projets aussi qui étaient dédiés à des clients donc moi j'avais eu en tout cas l'opportunité de travailler sur un très gros client qui est dans la télécommunication, donc un secteur qui bouge beaucoup. Donc ça m'a permis vraiment d'acquérir beaucoup de compétences en même temps record. Donc on devait déployer plusieurs événements en même temps, on devait faire plusieurs activations, des lancements de produits, des caravanes. C'était vraiment du sang à l'heure en fait. C'était très 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 intéressant et voilà donc. Tu retrouvais les émotions de Miss. Ouais, je te dis. Donc on était sur plein d'événements. Donc dès que l'annonceur fait un événement, c'est nous qui devons aller. On doit déployer tout ce qu'il y a comme visibilité. Voilà, on doit organiser les équipes, on doit déployer les hôtesses, on doit organiser ci, on doit organiser ça, on doit envoyer des propositions aussi en termes de stratégie, en termes d'événementiel et tout. Donc c'était vraiment très intéressant. Donc on reçoit le brief du client et nous on propose des actions derrière qui vont répondre à ce brief-là. D'accord. Et des fois aussi nous on anticipe, on leur propose des événements ou des opérations au terrain qui peuvent leur permettre de pouvoir vendre leurs produits ou donner plus de visibilité à leurs produits et tout. Donc c'était un peu ce que je faisais. Donc j'étais un peu le maître d'orchestre, si je peux dire, chef d'orchestre. Et il y avait des superviseurs aussi qui travaillaient avec moi. Donc chaque fois qu'on déployait des équipes terrain ou qu'on déploie un événement, on met un superviseur dessus et tout. Donc moi je gérais le client. Donc tout ce qui est brief, moi je reçois, je traite.
je vois avec les équipes en interne, on travaille sur les projets, je vais présenter aux clients, j'obtiens les validations, je reviens, je supervise le déploiement. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je faisais. Après, j'ai switché dans une autre agence aussi, où là, maintenant, j'étais un peu plus hype parce que j'avais déjà acquis beaucoup d'expérience de l'autre côté. Et voilà, là-bas aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Je travaille pour plusieurs clients en même temps. D'accord. Voilà, donc Donc la première fois, tu étais sur un un client seul client, spécifiquement, voilà, et là, ok. spécifiquement là, le champ s'est un peu plus ouvert, donc il y avait plusieurs clients en même temps à gérer D'accord. et des chefs projets juniors que je devais coacher également. Ok. Donc voilà un peu comment j'ai évolué et après je suis venu chez l'annonceur. Ok. D'accord. C'est quoi le truc que les agences ne comprennent pas, enfin plutôt les annonceurs ne comprennent pas sur les agences? Bon, quand j'étais en agence, j'avais comme l'impression que nos gars qui étaient chez l'annonceur nous prenaient un peu comme en fait, comment je peux dire, genre, on n'était pas la même équipe en fait. Ok. Genre, c'est l'agence. Donc, genre, quand il y a quelque chose, quand il y a un problème, c'est l'agence en fait. Quand il y a un truc, c'est l'agence. En fait, pour moi, je pense que ça devrait pas être comme ça. Ouais. Parce que on est comme un bras de Oui. l'annonceur en fait. On fait partie de la même équipe. C'est juste qu'ils nous confient des choses qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire. Donc nous on déploie pour eux, mais on fait partie de la même équipe. Donc je pense que c'est comme ça qu'on doit concevoir la chose. Moi on sentait pas ça comme ça. Et de l'autre côté aussi, c'est que on voyait que c'est comme si l'annonceur était toujours voilà toujours pressé. Voilà, on a un truc, on te dit, il faut que tu fasses un retour très vite, très vite. Voilà, il y a urgence, urgence, urgence. On est toujours dans l'urgence et on donne pas forcément le temps à l'agence de préparer les choses, de faire les trucs bien comme il faut. Mais c'était ça aussi, c'est ça La aussi ce réalité. pourquoi voilà, Ouais. on a pris l'agence parce qu'on a besoin que l'agence puisse voilà, mais ça, quand on est en agence, on ne comprend pas forcément. Ouais. On se dit que mais ces gens-là, ils se foutent de nous. Voilà quoi. Comment tu peux m'appeler aujourd'hui pour me dire de venir déployer un truc demain? C'est pas possible. On t'appelle à 23h, me dit oh, on a besoin d'un truc demain à 6h, mais tu vas faire comment? Donc on était super énervés, on comprenait pas du tout. Et quand il y avait des problèmes, il fallait tout faire pour que ça retombe sur l'agence. Donc on comprenait pas. Et c'était vraiment compliqué. Et donc, ce qui m'a aussi motivé à aller chez l'annonceur, parce que je voulais savoir comment ça se préparait, déjà le brief jusqu'à ce que ça vienne chez nous en agence. En D'accord. fait. Comment est-ce que ce processus se fait? Quel est quelles sont les étapes que les gars doivent, les étapes par lesquelles ils doivent passer pour pouvoir rédiger un brief, envoyer à l'agence, suivre et tout. Comment est-ce que, dans quel état d'esprit en fait il travaille chez l'annonceur et quand j'ai eu l'opportunité, donc tout de suite j'ai sauté sur l'occasion. Ok. Avant de passer sur l'opportunité, donc du coup côté annonceur justement, qu'est-ce que eux ne comprennent pas sur la réalité de l'agence, sur la réalité de l'agence du coup. Donc la question inverse. Oui, justement, comme je disais, il faut que on comprenne quand on est chez l'annonceur, il faut qu'on comprenne que l'agence ce n'est qu'un démembrement en fait de l'entreprise en fait. C'est la même équipe. Ouais. Ce aujourd'hui, ce que beaucoup d'annonceurs ne font pas en fait. Pour eux, c'est l'agence. Donc, c'est comme si c'est un monde à part. C'est des gens qui ne sont pas avec nous, qui ne sont pas en harmonie avec nous, alors que c'est pas ça. Ouais. D'abord, ça, on ne comprend, quand on est chez l'annonce, on ne comprend pas forcément. Et il y a des réalités aussi qu'on ne maîtrise pas chez l'agence et qu'on n'essaie pas de connaître ou bien d'apprendre. En fait. Peut-être que l'agence a des difficultés sur certains projets. Le deal serait de pouvoir appeler l'agence pour dire, ben, on voit que vous êtes en difficulté sur sur ce projet-là. Comment est-ce qu'on peut vous aider pour que le projet puisse aller plus vite. Habituellement, on attend que l'agence trouve des solutions. Et si ça marche pas, on essaie de leur taper dessus et tout. Ouais, c'est leur boulot. Hein. Je veux pas, c'est pour ça qu'on les paye, mais quand même, je pense que il y a ça aussi ce qu'on ne comprend.
Je sais qu'il y a des entreprises qui ont les moyens, donc qui peuvent peut-être prendre un graphiste, prendre ceci, prendre cela, faire toute une équipe en interne qui gère le day-to-day, mais à un moment donné, on est toujours submergé. Oui, Donc, se faire accompagner par une agence, c'est d'abord pour pouvoir avoir plus d'ouverture. Parce que l'agilité, quand on est dans le day-to-day, des fois, en termes de stratégie, des fois, on est un peu limité. Donc, l'agence a normalement cette entité-là qui vient t'apporter une plus-value. Donc, quelque chose que toi, tu ne vois pas, l'agence vient te faire cette proposition-là, te dit, voilà, écoute, est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que tu as vu ça? Ça peut matcher avec vous. Ça, je pense que vous devez faire ça. J'ai découvert une nouvelle manière, une nouvelle façon de faire telle chose. Est-ce que ça t'intéresserait? Voilà. Donc, on attend que l'agence vienne en apport, en fait, pour apporter un plus sur ce qu'on est en train de faire déjà. Parce que nous, on n'a pas forcément le temps à chaque fois de penser stratégie, penser nouvelles choses. On est dans le day-to-day, on est des fois submergé tellement qu'on n'a pas ce temps-là. Donc, l'agence est censée véritablement venir parce que l'agence peut-être a d'autres clients également, donc a d'autres expériences, dans d'autres cultures qu'elle peut aussi nous recommander, qui vont nous permettre d'avoir quelque chose en plus. Et l'agence apporte véritablement cela. Et c'est pour ça que moi, et puis, comme j'ai dit, si on n'a pas vraiment le temps matériel pour pouvoir faire certaines tâches, c'est mieux de réserver ça à une agence. On peut internaliser, mais je pense que tout dépend de la structure, si la structure a la capacité de pouvoir gérer. Parce que l'agence aussi, d'une certaine manière, nous permet de réduire les coûts. oui. Parce qu'une agence, normalement, ne devrait pas alourdir les coûts de la structure, parce que autrement, il y a un décalage. C'est clair. Donc, quand je me pose et que je fais les calculs, je me dis, si je prends un graphiste, si je prends un community manager, si je prends ça, au finish, ça me revient à combien? Alors que l'agence, peut-être que l'agence a un graphiste qui travaille sur plusieurs clients. Donc, l'agence va harmoniser à ce niveau-là pour pouvoir tirer le meilleur du graphiste. Peut-être que moi, je paie 50 000, l'agence prend 50 000 chez quelqu'un aussi. Le graphiste a un bon salaire, travaille avec plusieurs trucs, et moi, j'ai une réduction. Si moi, je prends le graphiste, je vais le payer peut-être 250 000, mais pour l'agence, je lui paie 50 000 en griffe. Donc, c'est là que c'est intéressant pour l'entreprise également, parce que l'entreprise se fait une certaine réduction en termes de charges salariales aussi. Donc, ça c'est intéressant en fait. D'accord. Donc, c'est ce que l'agence apporte, non seulement côté côté charge, une certaine possibilité de réduction des charges, mais aussi une plus-value en termes de contenu sur ce que nous faisons. Masterclass, hein. Tu viens, pour nous qui dirigeons des agences, là, tu viens de nous donner plein de clés, de techniques. Non, c'est génial, c'est génial. Et puis ça permet de bien comprendre, c'est très intéressant. Reprenons le fil. Donc, du coup, tu travailles d'abord en agence, après tu vas chez les annonceurs. Honnêtement, quand j'ai vu ton CV, tu as travaillé que dans des boîtes de rêve. Des boîtes qui, notamment une, Canal+, dans leur façon de communiquer, je trouve, c'est des génies. Comment ça se passait en fait? Raconte-nous ton expérience déjà chez Canal+, parce que c'est avec eux que tu as commencé, il me semble. Oui. Bon, l'expérience chez l'annonceur a commencé effectivement chez Canal+. C'était très intéressant parce que... Vous êtes fort, hein? Vous êtes fort. Canal+, ils sont vraiment forts en termes de communication. Non, mais je confirme. C'était une très belle expérience parce que quand je voulais quitter l'agence, en fait, je suis un rêveur. Je suis un rêveur et puis je suis quelqu'un qui ose beaucoup. Donc du coup, moi, quand je quittais l'agence en 2016, en fin d'année 2016, j'ai pris la décision de quitter l'agence dans laquelle je travaillais et j'avais pour ambition de lancer ma propre agence. D'accord. Parce que je me disais que j'avais acquis assez d'expérience. Force 360. Ouais. J'avais acquis assez d'expérience pour pouvoir me lancer et tout. Donc, j'ai créé l'agence et j'ai commencé par, par faire le tour de certains annonceurs et des amis, des gens que je connaissais et tout pour leur dire, voilà, j'ai mon agence, si vous avez besoin de moi.
Et c'est là que je suis tombé sur un ami qui était à Canal+, qui était le responsable communication à ce moment, et qui m'a dit, mais écoute, fais-moi des propositions. Donc, j'ai fait une proposition d'activation BTL et tout ça. Et il regarde et puis me dit, ben toi, écoute, moi j'ai besoin de quelqu'un. J'ai déjà une agence avec laquelle je travaille. Je peux pas te prendre comme agence, mais moi j'ai besoin de quelqu'un en interne qui va piloter ces types de déploiements et tout. Tu as le bon profil. Est-ce que ça t'intéresserait de venir et tout? J'ai dit, ben pourquoi pas. Et c'est là que j'ai intégré. Parce que je voulais aussi apprendre, comme j'ai dit, je voulais voir chez l'annonceur comment ça se passe, parce que j'avais une très mauvaise image de l'annonceur. Donc j'ai dit, ben écoute, c'est une très bonne proposition. Donc c'est là j'ai intégré Canal, j'ai découvert un peu Canal, travailler vraiment dans cet écosystème, c'était très intéressant. Participer à des séances comme ça, de brainstorming, découvrir les propositions, les graphiques qui sont faits. En tout cas, c'est très très intense. C'est là que j'ai découvert tout ce qui est charte graphique. Okay. Comment est-ce qu'il faut respecter une charte graphique? Déjà, qu'est-ce qu'une charte graphique? C'est vrai, on a appris à l'école, mais on n'avait pas vu. Et en agence, j'étais plus sur le volet BTL. Donc, pas trop sur tout ce qui est design, tout ce qui est graphisme, tout ce qui est publicité. J'étais pas trop dans ça. J'étais plus sur l'opérationnel, en fait, sur le terrain, sur l'activation de marques, sur l'événementiel, organiser les caravanes et tout ça. Donc, c'est à Canal que j'ai véritablement, j'ai développé ce côté transversal là où j'interagissais sur tout ce qui est digital et aussi tout ce qui est média. Donc, voir un peu comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on prépare une campagne publicitaire, comment est-ce qu'on fait un plan média, donc comment on fait même un budget de com pour une structure en bonne et due forme, voilà, un budget de com sur toute une année, un budget pour toute une campagne qui est vraiment transversale, qui prend en compte les médias, voilà, le home média, le digital et tout. Donc c'est véritablement là-bas que j'ai renforcé, je me suis renforcé sur ces différents sujets-là voilà, qui me permettent aujourd'hui d'être vraiment transversal sur tout l'univers de la com et du marketing, quoi. Est-ce que le fait parce que après Canal, tu as la GVA. Oui. Après GVA, tu es parti à Songbank. Si je reviens sur Canal, est-ce que le fait, justement, d'avoir à promouvoir du divertissement, parce que lorsqu'on prend son abonnement Canal, c'est pour se divertir, c'est pour s'informer, se divertir, en tout cas consommer du contenu. Ouais. Est-ce que c'est ce contenu-là facilitait la créativité dans les campagnes que tu menais, ou bon, ce n'était pas game changer? Donc là, je te demande un peu de comparer indirectement entre un Canal et un GVA. Comment finalement le produit que tu promeus te facilite la tâche? À quel point? C'est le contenu. C'est le contenu parce que c'est pas forcément en griffe un bien tangible. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, j'achète du riz à côté, je sais que c'est du riz, je consomme, même si je consomme ça, après ça disparaît, mais je vois quand quand la bonne dame ne met pas assez, je dis mais augmente un peu, hein, je suis orphelin, donc augmente, je veux manger. Donc du coup, je vois pas forcément. Donc je viens en boutique Canal, j'achète le décodeur, ok, mais après ce qui vient derrière, les films, tout ça, si c'est pas de bon contenu, demain je reviens plus en fait. Et je pense que c'est véritablement le sujet sur lequel on travaille plus. Donc c'était véritablement de vendre le contenu, mais maintenant c'est quel est le contenu qu'il faut plus mettre en avant en fonction des habitudes de consommation, ce que les gens aiment regarder. Donc il fallait faire beaucoup de sondages pour voir un peu comment est-ce que ça se passe, quel est vraiment le mindset de nos clients, qu'est-ce qu'ils aiment plus, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Donc, on prenait beaucoup des informations auprès de nos collègues du marketing parce qu'il y avait deux tendances. Il y a la com et puis il y a le marketing, le service de réabonnement qui gère le volet marketing et il y a le service de communication. Comment c'est quoi, bon, dans un groupe comme Canal, par exemple, c'est quoi la différence entre tes attributions de la communication et du marketing? Oui, bon, comme
on peut deviner, la com, c'est véritablement de préparer les campagnes, préparer tout ce qu'il y a comme éléments visuels, les supports à la vente, donc tout ce qui est flyer, PLV à déployer et tout ça. Et aux côtés du marketing, c'est véritablement de suivre les habitudes de consommation de nos clients. D'accord. Donc, comment est-ce que les clients se réabonnent? Pourquoi est-ce qu'on a plus de réabonnements tel mois plutôt que l'autre? Donc, on essaie d'analyser, de voir pourquoi est-ce qu'il y a la baisse ce mois, est-ce qu'il y a plus de hausse le mois prochain, comment est-ce qu'on peut upgrader un peu les gens, quelqu'un qui fait de l'abonnement de 5 000 par exemple, comment est-ce qu'on pousse cette personne-là à faire peut-être du 10 000, Oui. du 15 000, voilà, là, c'est le marketing qui fait ces genres d'analyse et fait des propositions stratégiques dans ce sens-là, et donc du coup propose des offres qui véritablement vont intéresser les gens. Donc c'est là où on va parler de tout ce qu'il y a comme semaine, comment on appelait ça même, des gratuités, des semaines gratuites qu'on offrait aux clients. Lorsque tu fais un abonnement de 5 000, on t'offre pour 10 000, là tu fais pour 15 000, on t'offre pour 20 000, etc. Donc c'est le marketing qui va réfléchir à toutes ces formulations, à toutes ces offres-là. Et nous, derrière, au niveau de la com, c'est véritablement de pousser non seulement la vente, mais aussi le réabonnement. Donc, nous, on est un peu au bon milieu. OK, donc on travaille avec les commerciaux pour aller sur le terrain. Donc, on leur fournit tout ce qu'il y a comme support d'aide à la vente. Et aussi, on travaille avec le marketing, justement, pour pouvoir promouvoir un peu nos contenus, parce que c'est ça qui va fidéliser les clients et les offres qui accompagnent, en fait. Donc, c'est véritablement ça. Et il y a le volet merchandising aussi qu'on gère. Donc, véritablement, comment est-ce qu'on présente nos boutiques pour que ça soit véritablement friendly, que les gens puissent se sentir comme chez eux, qu'il y ait un parcours aussi. Et d'ailleurs, ouais. Qu'il y ait un parcours aussi, et véritablement, c'est des, en tout cas, les équipes Canal, ouais. Ok. Ouais. En tout cas, la charte, quand tu vois même la charte graphique, ouais, écoute, on en parle, c'est vraiment très intéressant et c'était très formateur également. Et on a découvert beaucoup de choses et on a vraiment aimé, en tout cas personnellement, j'ai beaucoup aimé le volet où on était vraiment ouvert à aller sur le terrain parce que, comme j'ai dit, tu peux pas laisser le terrain. Oui. Tu peux pas laisser le terrain vide, surtout chez nous au Togo ou en Afrique. Il faut que tu aies des gens sur le terrain. C'est important. Il faut qu'il y ait des gens sur le terrain. Donc quand je suis venu avec mon ami dont je parlais, on a instauré des activations, des animations, par exemple dans les marchés. Okay. Donc on faisait des animations les jours de marché. On allait dans les localités. D'accord. On identifiait des jours où on allait faire de l'animation. On offrait des gadgets et on profitait de déployer des équipes commerciales qui travaillent en même temps, essayaient de vendre en même temps aux bonnes dames et tout. Okay. Donc l'idée, c'est de trouver le bon moment où on pouvait aller, les bons endroits aussi pour pouvoir déployer tout notre dispositif d'animation et tout. Et c'était très intéressant. On a fait ça en tout cas sur toute l'étendue du territoire pour pouvoir installer véritablement la marque. D'accord. Et qu'est-ce qui te pousse à aller vers d'autres challenges en allant chez GVA d'abord, puis Suno après? C'est quoi les challenges? Quel était l'appel du devoir? Call of Duty? Non, mais GVA, je peux dire que c'est un prolongement, c'était une suite plus ou moins logique, parce que GVA et Canal+, c'est le même groupe, c'est le groupe Vivendi. Donc, on a lancé Canal Boss lorsque j'étais déjà à Canal+, qu'on a lancé Canal Boss. Et donc après, c'est Canal+ qui gérait en premier la marque. Et après, de plus en plus, ils ont commencé par recruter des équipes pour être véritablement, développer véritablement ce côté-là. Et c'est dans ça que, le chemin faisant, j'ai postulé pour prendre le poste de responsable communication au niveau de GVA pour véritablement prendre en main toute la stratégie communication de l'offre. Et après, ça s'est développé un peu. Bon, comment est-ce que j'ai switché au niveau de la banque? C'est à cause c'est à cause de mon master. Okay. Et de deux, une émission, une série. Okay.
que je suivais. Là. Franchement, ça, c'est l'anecdote. Ok. Il y a une série que je suivais, j'aimais beaucoup. C'est Billions. Ok. Ah, j'adore beaucoup cette série-là. Et c'est là-bas que la passion de la banque est née en moi. Ok. Et après, quand je faisais aussi, puisque quand j'ai fini ma licence en 2010, j'ai pas continué. D'accord. Donc, véritablement, j'ai dit, je vais me développer et après, je vais faire le master. Mais après, franchement, j'ai vraiment laissé tomber, quoi. Et c'est en 2019 que j'ai repris, j'ai repris le cours pour faire mon master et j'ai découvert justement le marketing des services et surtout le marketing bancaire. Donc, D'accord. j'avais un de nos professeurs qui nous a vraiment fait un masterclass dessus et j'ai trouvé ça très intéressant de voir comment est-ce qu'on peut vendre des produits bancaires, qu'est-ce qu'on vend en réalité parce que nous on voit la banque comme ça, on se dit qu'on va à la banque pour se faire financer, nanani, nanana, avoir des comptes et tout ça, mais comment est-ce qu'on switch d'une banque à une autre? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit que je vais aller chez telle banque plutôt que l'autre? Donc, qu'est-ce que la banque vend en réalité? Est-ce que c'est les comptes que la banque vend? Quel est véritablement le business model derrière? Et c'est quoi le business model du coup de la banque? En vérité, la banque vend quoi? La banque vend la sécurité. D'accord. Parce que je dépose mon argent à la banque. Je dépose mon argent là où je sens Ouais. que mon argent est en sécurité en réalité. Ouais. Donc, la première chose, pardon, que la banque vend, c'est la sécurité. Ok. En réalité. Donc, D'accord. cette sécurité-là peut se matérialiser comment? Parce que la sécurité, comment est-ce que tu quantifies la sécurité? Comment est-ce que tu quantifies le fait que la personne peut se sentir en sécurité? La personne peut mettre son argent chez toi et aller dormir sans aucun problème. Et sans être sûr que personne ne va venir ramasser l'argent et partir. Donc il y a tout un écosystème qui sera créé derrière ça. Maintenant, tu vas parler des coffres-forts, on va parler des agences, on va parler de ci, on va parler de ça. On va parler même de la posture du banquier. Et toi, tu vas voir, les banquiers sont toujours tirés à quatre épingles. Voilà, parce que voilà, il faut que la personne qui est devant toi se dise que ouais, la personne là est assez sérieux pour pouvoir prendre mon argent et pouvoir le gérer et me permettre de pouvoir avoir accès à mon argent à n'importe quel moment. Et derrière, donc, c'est l'image qu'on donne qui va permettre maintenant aux gens de faire confiance, aux clients de faire confiance à cette banque-là. Donc, la confiance que nous allons prendre maintenant au niveau de ces clients-là, c'est en fonction de ce que nous donnons en termes de posture, en termes de positionnement, en termes d'image, que le client voit que cette banque est vraiment sérieuse. Donc, comment est-ce que le client a pris en charge depuis que le client, même avant même que le client ne vienne en agence, comment est-ce que nos agents sont positionnés, quel branding nous avons au niveau de nos agences, comment est-ce que nos gestionnaires sont habillés en agence, comment est-ce que nos caissiers sont habillés, nos caisses même comment sont présentées, quand je viens en agence, que je me sens en sécurité ou pas. Voilà, donc c'est tout cet écosystème-là que nous mettons en place pour mettre le client en confiance, pour qu'il sache que ici, là, c'est vraiment, la banque, là, c'est une banque de confiance où je peux venir faire mes dépôts, faire mes opérations sans aucun souci. Et en même temps, tu vois, parfois, j'ai l'impression que de par cela, la com des banques peut être un peu ennuyante. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est très formel, en fait, comme. C'est un autre, c'est un autre monde. Il faut regarder ça autrement. Ok. Il faut regarder ça autrement. Donc, comme j'ai dit, c'est pour ça que c'est un vrai challenge. Ouais. Aussi, c'est un vrai challenge parce que c'est différent de en tout cas, différent du canal. De là où je venais, j'ai fait les telcos, après, le divertissement, la télé, et voilà, c'est complètement autre chose, en fait. Oui. Mais c'est les mêmes outils, mais qu'on va utiliser autrement. D'accord. Tout simplement, les mêmes outils, mais qu'on utilise autrement, parce que là, on ne vend pas un bien tangible, c'est un bien ou un service vraiment qu'on ne voit, que le client ne touche pas. Hein, ok, le client ne touche pas le compte. Il ouvre un compte, mais il ne touche pas le compte. Le compte n'est pas dans sa main comme ça. Voilà, donc le client vient déposer son argent chez toi et puis il rentre chez lui à la maison, les poches vides. Donc, est-ce qu'il se sent en sécurité? Donc, en réalité, c'est compliqué de mettre dans sa tête que bon, voilà, le produit, c'est ça.
le fait que tu viens déposer ton argent chez moi, que peut-être que moi je garde cet argent-là et je prends en fait des agios dessus. Ouais. Tu vois un peu, Ouais. c'est là que la banque aussi va gagner un peu en termes de commission et tout ça, et pour pouvoir, voilà, pour pouvoir gérer le day-to-day. Mais bon, derrière, c'est véritablement de réfléchir à comment est-ce que je rends ce service intangible là tangible. Comment est-ce que Hmm. quels sont les éléments sur lesquels je vais me baser pour pouvoir mettre ce produit-là, en fait, formaliser ce produit-là dans la tête du client. Ouais. Et je vois que d'ailleurs, dans la banque là où tu es aujourd'hui, Sunbank, c'est quelque chose que vous avez vraiment fait avec le rachat et en plus en mettant aussi à disposition des outils qui rendent encore plus tangible la relation avec la banque, que ce soit MySunubank, WhatsApp Banking, tout ce genre de trucs. Comment tu gères le lancement de ce type de produit digital au niveau d'une banque, en tenant compte justement de l'aspect sécurité que tu évoquais tout à l'heure, Hmm. mais aussi du fait qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, la majorité des personnes aujourd'hui en Afrique, au Togo aussi, vont être jeunes. Donc, sécurité c'est bien, mais comment tu captives ces jeunes-là au-delà de l'aspect sécuritaire? Est-ce qu'il y a des secrets que tu peux nous divulguer? Hmm. Je peux pas te donner les secrets. Mais écoute, c'est le truc, c'est un de réfléchir à des offres ou bien des produits qui vont intéresser les jeunes. Parce que les jeunes n'ont pas forcément les mêmes besoins que voilà les salariés et peut-être un jeune qui est peut-être à l'université, qui n'a peut-être pas encore un boulot. Donc, il n'a pas forcément les mêmes besoins que peut-être un salarié qui veut peut-être construire une maison, qui a besoin d'un Ouais, prêt, voilà, pour construire une maison et tout ça, ou bien qui veut lancer un projet, qui a besoin d'un accompagnement. bien sûr. Donc, c'est véritablement de voir quel type de produit je peux proposer aux jeunes. Et c'est sur ce produit-là que tu vas maintenant driver ta stratégie, D'accord. en quelque sorte. Et donc, pouvoir intégrer le digital aussi dans cette stratégie-là. Et le digital aujourd'hui permet effectivement, comme tu l'as dit, de donner une certaine tangibilité. Parce que quand j'ai mon application, MySonoBank par exemple, je sais que bon, c'est comme mon produit qui est là en fait, tu vois. Donc je peux rentrer dans l'application, faire mes opérations, je peux voir mon argent. Même si c'est voilà, c'est virtuel, je vois le montant, Autant, je me ouais, dis que voilà, mon argent est là quoi. Donc ouais, demain si je me lève, je demande le solde et que je vois que le solde n'est pas là, je sais que ah, mon argent a disparu. Donc ouais. ça Tu fait sais ce faire, côté tangible aussi de la chose et c'est très intéressant, c'est très important. Mais en même temps, on est en train d'aller parce que le volet digital aussi n'est pas encore très ancré dans nos mœurs, dans nos habitudes. Même le WhatsApp, normalement, qui devait être l'outil le plus utilisé parce que tout le monde est sur WhatsApp aujourd'hui, mais force est de constater que les clients n'ont pas forcément encore confiance. Moi, je me rappelle justement quand on était en agence et qu'on devait lancer Flous en ce moment et c'était le même problème. Les gens ne comprenaient pas, ils savaient pas de quoi il s'agit. Comment est-ce que je mets mon argent sur mon téléphone? Après, je fais quoi avec? Donc, c'était compliqué. Donc, c'était beaucoup de pédagogie, beaucoup de sensibilisation. Et aujourd'hui, quand je vois comment est-ce que c'est démocratisé, en fait, ça nous interpelle, tu vois. Et du coup, ça veut dire que on va encore prendre du temps hein, pour véritablement ancrer ces types de solutions dans le cœur, dans l'esprit de nos clients. De plus en plus, ça va venir, ça va pas prendre en même temps du jour au lendemain parce que des nouveautés qui sortent et donc les gens ne sont pas forcément appétents à ça dans un premier temps, mais petit à petit, ils commencent par les adopter, ces solutions et je pense que c'est intéressant. Il y a un terme qu'on utilise souvent, le terme évangélisation. Et cette évangélisation, là, j'ai l'impression qu'elle coûte cher aussi, en fait, parfois. Mhm. Ouais, ouais, parce que ça prend du temps. Ouais, Ça prend du temps, ça prend du temps. Comme toute campagne, hein, il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de répétition. C'est là que la radio aide beaucoup parce que ça permet de véritablement de matraquer l'information. Donc il faut prendre du temps d'expliquer, expliquer, expliquer, donner des preuves
voilà, il y a forcément des clients qui sont les premiers adopteurs de la solution, mais il y a la grande masse vraiment qui va prendre le temps de s'approprier. Il faut que nous aussi, au niveau des annonceurs, nous puissions être assez patients pour savoir que même si je lance un produit digital aujourd'hui qui n'est pas tout de suite adopté par les clients, ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais produit, mais que ça va prendre du temps parce que les solutions digitales, c'est toujours comme ça. Ouais. Au début, on est un peu méfiant, mais au fur et à mesure qu'on les a adoptés, surtout qu'on les a essayés une fois. Parce que moi, WhatsApp Banking, avant de venir à Sumo, j'ai vu la campagne, mais je me disais comment ça se passe. J'avais pas d'informations dessus, mais ça m'intriguait, ça m'intéressait. Parce que je suis friand des nouveautés, donc je voulais savoir comment ça pourrait se passer. Quand je suis venu à Sumo, que j'ai essayé une seule fois, j'ai dit, mais waouh, c'est très intéressant. Donc j'ai vu des clients où on est parti, on leur a parlé de ça, qui n'étaient pas du tout chauds, dit non, mais dès qu'ils utilisent une seule fois, dit mais c'est génial. Donc du coup, on a toujours ce recul-là, on se dit mais écoute, ça c'est nouveau, je connais Ouais. pas. Mais dès qu'on utilise une fois ou dès qu'on a l'expérience, on se voit que mais ça apporte vraiment une plus-value et ça facilite vraiment les opérations et du coup on adopte très vite, quoi. Donc Bien sûr. véritablement le truc c'est de faire essayer, D'accord. faire essayer dans D'où l'importance du terrain aussi, finalement. Parce que oui, c'est pas via le digital que tu vas faire essayer des solutions digitales, en fait. Il faut que les gens soient sur le terrain pour faire essayer ces solutions faut digitales, même ouais. prendre le téléphone du gars, Lui montrer. tu télécharges le truc dedans, tu lui montres, tu l'aides à installer le parcours avec lui, tu lui montres les choses. Il fait au moins une ou deux opérations devant toi. Et c'est là maintenant, tu es sûr que bon, voilà quoi. Après, il peut avoir encore des bugs, mais dès qu'il arrive à véritablement s'approprier l'outil, c'est fini. Toi, tu n'as plus, peut-être, il y a même des clients qui maîtrisent mieux nos produits que nous-mêmes. Ouais, ouais, Parce ouais. que là, ils se sont véritablement approprié l'outil et donc du coup, il y a des clients qui te disent même que j'ai fait ceci, j'ai dit ah bon, mais ouais, moi-même qui suis le fabricant, je ne maîtrise pas ça. Ouais, Donc là, quand ça arrive comme ça, c'est top, c'est c'est top. intéressant. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu as déjà eu à faire du marketing, de la communication plutôt B2B? Mhm. Est-ce que c'est des choses que tu as mené à faire, que ce soit chez Sonu ou dans d'autres expériences que tu as eues? Oui, plus dans la communication qu'on fait, surtout quand on est dans une entreprise qui a plusieurs Produits. départements, Oui. c'est intéressant. Par exemple, à Canal, oui, il y a l'offre B2B. D'accord. À GVA, il y a l'offre B2B. Il y a le département qui gère ça. Et puis, à Sumo, il y a aussi le département des grandes entreprises, par exemple, où on doit faire des offres beaucoup plus, voilà, intéressantes pour nos grands clients, nos grands comptes et tout ça. Donc, dans chaque structure, il y a des volets business qui sont développés. Et à Sumo, aujourd'hui, il y a même une entité qui est créée, Sumo Business, qui a pour but de développer des solutions business to business qui vont véritablement propulser le groupe à un autre niveau. Donc oui, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets en B2B. C'est quoi la différence que tu vas faire entre mener des campagnes en B2C, Mm. mener des campagnes en B2B? C'est quoi les différences d'objectifs qu'on peut avoir? Comment tu gères ces aspects-là? Bon, je pense que tout part de la personnalisation. Parce qu'en B2B, l'approche est un peu différente. D'accord. En ce sens qu'on ne parle pas à tout le monde. Ouais. En réalité, on parle à des entités, je peux dire ainsi, ou bien à des structures bien identifiées. Donc, l'approche est différente. Et le support d'aide à la vente aussi est différent. Là-bas, on ne fait pas un flyer pour aller parler à un truc, à un partenaire business. On part avec peut-être des plaquettes bien présentées et tout. On part avec des projets bien structurés. On part avec des rendez-vous. On part avec voilà, des incentives, Des voilà, événements, des des choses comme ça. événements et tout. On leur apporte une certaine plus-value dans l'offre qu'on leur donne, en Bien fait. sûr.
en offre B2B, je pense que c'est un peu compliqué des fois de standardiser, même si on en fait. Mais c'est des fois dans certaines structures, c'est compliqué de standardiser parce que chaque partenaire business a, surtout au niveau de la banque, des partenaires business ont leur spécificité, ont leurs besoins. Un client qui a besoin de crédit d'exploitation, peut-être d'autres qui ont besoin d'une ligne juste de découvert. Voilà. Donc il faut connaître chaque partenaire, savoir quel type d'offre spécifique ce partenaire dont il a besoin et comment est-ce que je le fidélise aussi derrière. Donc là où je fais peut-être une campagne promo conso pour donner peut-être des bons d'achat, des trucs aux clients mass market, je fais complètement autre chose pour les clients B2B pour pouvoir les fidéliser parce que là c'est du high level. Voilà, donc c'est un peu la différence que moi je fais du coup sur les stratégies qu'il faut mener. En tout cas de mon expérience Hmm. en travaillant avec les équipes B2B, c'était véritablement un peu ça parce que les approches sont véritablement différentes. D'accord. Et il y a des canaux, des pratiques que tu as observées qui fonctionnent mieux que d'autres avec ces clients-là, B2B, Mm. ou pas particulièrement? Euh, Au niveau des clients B2B, c'est la proximité. D'accord. Il faut être très très proche des clients B2B. Des clients qui fonctionnent en affect, en confiance, voilà, parce que t'apportes de l'affaire, des opportunités d'affaires. Et si tu n'es pas présent, tu n'es pas proche de ces clients-là, il va travailler avec la personne qui est plus Qui est proche proche. de lui, Oui. quoi. Donc c'est au-delà de la confiance ou bien au-delà des liens du contrat commercial qu'il y a entre vous. Il faut passer outre, avoir une certaine relation privilégiée avec ces Hmm. clients-là. Donc il faut les chouchouter, il faut savoir les gérer autrement. Donc, on va pas gérer les clients B2B comme on gère les clients. Et j'ai une dernière question, toujours sur le B2B qui m'intéresse beaucoup. Tu vois, sur d'autres marchés, ça peut arriver qu'en fait, la personne découvre la marque, le produit en tant que particulier et se rend compte qu'il y a un volet B2B et donc du coup prescrit. Parce que finalement, Mhm. dans ces entreprises, il y a des humains aussi qui peuvent utiliser le produit, qui peuvent être clients de Solubank Ouais, et ensuite se dire mon entreprise devient client de Solubank. ouais. Euh, Est-ce que c'est dans les campagnes que tu as eu à créer, tu as déjà eu en fait à faire face à ce genre de challenge ou aussi dans les clients que tu as eu à tirer, tu as déjà eu ce type de retour d'expérience. En l'occurrence, des personnes qui ont été marquées par une campagne en B2C, mais qui finalement se rendent compte que, OK, l'offre, elle peut également s'adapter en B2B. Ouais. Oui, bien sûr. On en a eu plein. On a beaucoup de clients en B2C qui nous recommandent au niveau du B2B qui vont te dire, ouais, mais moi, je connais une société qui cherche à avoir un contrat avec telle structure. Est-ce que vous pensez que ça peut matcher? Ou bien je peux vous recommander à telle personne parce que, bon, voilà, ils ont eu une très belle expérience client avec nous, donc du coup, qui nous recommande, ou bien peut-être même en discussion avec le prospect en question, et puis il lui dit que, mais bon, moi, ma banque, en tout cas, elle est bien, hein, moi, je te recommande de venir avec eux, travailler avec eux, Hmm, etc. Ou bien, moi, mon entreprise, là, ils ont une offre B2B qui est très intéressante, pourquoi ne pas aller vers eux, etc. Donc oui, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. hmm. Et même, je pense qu'à un moment donné, en termes de stratégie commerciale, même on l'intègre dans la stratégie où on fait des stratégies comment je fais un peu le mot, c'est des apporteurs d'affaires en fait. Oui. On essaie d'organiser ça et donc du coup, ces personnes-là deviennent des apporteurs d'affaires. C'est le bouche à oreille aussi un peu dont tu parlais, Voilà, que tu donc du cherches coup, quoi. Ouais. voilà, donc ces personnes-là deviennent, ces clients-là deviennent du coup des apporteurs d'affaires. Donc, ils nous recommandent à des clients B2B ou bien qui recommandent des clients B2B et tout, des opportunités comme ça. Et donc, du coup, voilà, ça peut s'intégrer complètement dans la stratégie au lieu d'attendre que ça soit uniquement du bouche à oreille. On peut véritablement développer une stratégie d'apporteur d'affaires. Et quand vous avez des clients comme ça, vous savez que peut-être ce client-là a beaucoup de relations, etc. Donc, on peut proposer au client, bon, si vous recommandez à des structures parce que nous avons telle offre,
nous pouvons derrière vous rémunérer à telle hauteur, à telle commission et tout ça. Donc eux deviennent des apporteurs d'affaires pour la structure. Très intéressant. Tu nous apprends beaucoup de choses, hein, Emmanuel. J'ai une dernière question. Ok, parce que et Yann posait la question souvent. J'ai beaucoup de questions sur Boyemablo. Ok, Tu as la chance d'avoir évolué dans des groupes qui sont panafricains. ok. Quelles sont les particularités que tu vois sur le Togo que tes confrères qui sont sur d'autres marchés ne vont pas forcément observer, ne vont pas forcément vivre? Mhm. Et vice versa, qu'est-ce que eux ils vont vivre que toi tu ne vas pas forcément observer ou expérimenter ici? Je vais rester dans l'univers de la communication euh, et du marché en général. Je pense que il y a certains marchés qui sont très 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 dynamiques. Ça, on va pas se le mentir. Il y a des marchés qui sont très dynamiques et qui donnent les moyens, quand on est en entreprise, de pouvoir faire beaucoup de choses. Hmm. Et c'est intéressant. Je pense que quand on est dans notre domaine en tant que marketeur ou communicant, on a envie de créer des choses, on a envie de créer de nouveaux concepts, on a envie de déployer des campagnes qui vont faire waouh. Tout à l'heure, tu parlais de Canal, parce que voilà, donc on a envie de créer des choses, mais derrière, c'est des coûts aussi. Donc, du coup, est-ce que les structures dans lesquelles nous travaillons sont assez assez ouvertes pour pouvoir laisser la main, hein, pour créer ces genres voilà, de nouveautés ou bien des trucs qui vont véritablement faire wow. Donc, c'est un peu ça qui nous chagrine un peu des fois, parce que quand on voit ce que d'autres collègues font dans d'autres pays, on se dit, mais nous aussi, on peut faire ça, nous, on peut même faire mieux, mais on n'a pas Il y a les forcément les moyens. mêmes moyens Ouais. pour pouvoir le faire. Et ça se comprend aussi parce qu'ils sont sur des marchés qui sont très dynamiques et qui apportent beaucoup en termes de volume, de chiffre d'affaires et tout ça, donc c'est normal. Donc je pense que quand la structure a assez de volume, assez de chiffre d'affaires, le budget communication aussi peut augmenter et du coup, vous avez la main pour pouvoir faire encore plein d'autres choses et créer des campagnes vraiment qui sont extraordinaires. Donc, c'est un peu cela. Mais après, je vois aussi qu'il y a une certaine grande différence au niveau même de la base de la population. Tu vois. Par exemple, la communication que tu fais au Togo ne sera pas la même que tu vas faire au Burkina, au Mali ou au Niger surtout, dans d'autres pays comme la Mauritanie et tout ça, qui sont complètement, voilà. C'est pas la même communication que tu fais aussi en Côte d'Ivoire, par exemple. Hmm. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire, où tu peux te permettre de faire certaines communications, de faire voilà du newsjacking et que ça va pas te retomber dessus. Tu peux même créer des buzz, voilà, et tu peux répondre aux clients comme tu veux sur les réseaux sociaux et ça crée encore d'autres émulations. Alors qu'ici, tu sais pas dire certaines choses, ça peut très vite te Frustrer, retomber ouais, ouais, dessus. Voilà, donc bien sûr. on est un peu plus voilà un peu plus regardant ici sur les mots, les expressions et tout, que dans d'autres cieux, sur d'autres cieux, c'est beaucoup plus ouvert et tout ça. Quand tu vas au Ghana, au Nigeria, c'est véritablement très dynamique. Tu peux faire plein de choses. Donc, c'est un peu ça qui est un peu différent, hein, de ce que nous voyons, que ce soit au Togo et sur d'autres marchés, quoi. Ok. Donc, on essaie de voir si ici aussi ça va aller Petit à petit. petit à petit. Et puis, voilà. Est-ce que c'est dur d'être un pionnier? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, tu vois, ce que tu dis là, vous pourriez le faire, mais comme tu dis, les retombées peuvent être très négatives. Donc, à quel point c'est dur d'être un pionnier lorsqu'on fait du marketing? Ça va. Moi, je pense que tout dépendra de la direction de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, au niveau marketing, au niveau com, on peut faire des propositions sur lesquelles on est, voilà, on porte le sujet, on est sûr de ce que ça va donner. Mais derrière, voilà quoi, si le board n'est pas avec toi, ça peut être compliqué. Il faut que le board aussi soit dans cette logique-là de se dire que ouais, on veut faire de nouvelles choses, on veut créer de nouvelles choses.
ça peut marcher comme ça peut pas marcher, mais c'est une ligne sur laquelle on veut être et qu'on fait confiance au département pour pouvoir lancer ces types de projets ambitieux. Je te coupe. Je suis en train de te couper parce que quand on avait fait le précédent podcast avec Shadow, Ouais. on avait deux exemples. L'exemple des Burger King, des Duolingo, qui Mhm. vont pas hésiter en fait à vraiment créer des choses décalées, clasher un peu la concurrence, tout Ouais. ça. C'est compliqué dans nos environnements. Mm. Mais comment tu chercheras à convaincre un de tes patrons de prendre le risque de faire ça? Tu vois, que ce soit dans ton entreprise actuelle ou dans d'autres, comment tu Mm. le ferais en fait? Désolé, je t'ai coupé, mais c'était Non, important. non, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais, bon, écoute, on fait du benchmarking, on regarde un peu ce qui se passe sur d'autres cieux. On a bien envie, mais comme j'ai dit, il faut prendre en compte aussi l'univers, l'environnement dans lequel on est. C'est vrai, on a envie d'innover, d'être agile et tout. Maintenant, l'innovation qu'on veut proposer, quelle est la valeur ajoutée en fait que ça apporte à l'entreprise? Et je pense que si on arrive à trouver cette valeur ajoutée là, on peut facilement la défendre Ouais, devant la direction et arriver à les convaincre que voilà ce que là où nous voulons aller, voilà ce que ça peut nous rapporter dans tel nombre d'années, voilà. Et aussi sortir un peu du fait que c'est juste de la communication en fait. Il faut que dans la communication que nous allons faire, de la stratégie que nous allons mettre en place, que nous allons déployer, euh, faire ressortir en fait la plus-value. Qu'est-ce que ouais, ça apporte à l'entreprise? Parce que c'est pas juste de ouais, tu vas faire ça, ça sera joli, les gens vont aimer, les gens vont liker, les gens vont partager et tout, mais est-ce que les gens viennent après en agence pour souscrire, pour ouais, ouvrir des comptes? c'est vrai, Voilà, si ça n'apporte rien à la structure, je pense que ça ne sert à rien en fait. c'est Toi, clair. c'est vrai, les gens vont crier que ah mais lui il fait des coms audacieuses, il a des trucs agiles, il fait des trucs bien et tout, mais si ça n'apporte rien à la structure, ça n'a Ouais, pas de sens en fait. c'est Donc, vrai. est-ce que ça a vraiment une plus-value? Mhm. C'est à ce moment-là que tu peux te mettre devant ton DG pour dire voilà ce que moi je veux faire, mais voilà ce que ça peut véritablement nous apporter, quoi. Si C'est on vrai. crée cette émulation-là, ça va permettre à ce que les gens viennent derrière pour pouvoir prendre des informations, pour pouvoir aller, peut-être ils vont aller sur nos réseaux sociaux, bien peut-être ils vont venir sur nos sites internet, on va pouvoir les récupérer, prendre leurs informations, les appeler, voilà, les convertir en clients. Donc, c'est véritablement tout ce processus-là qu'il faut démontrer avec des chiffres à la clé. Et là, je pense que chaque CEO, à la fin de la journée, que nous apportons de la valeur, en C'est fait, en clair. réalité. Donc, s'il voit que cette valeur-là est assurée, je vois pas quel CEO va refuser de valider. C'est vrai. Non, je comprends parfaitement ce que tu dis. Même nous, tu vois, au niveau de Pandore, c'est la révélation qu'on a eue il y a 18 mois maintenant, qu'on a acté cette année, c'est de se Mm, dire qu'en fait, c'est pas un site internet, c'est pas publié sur les réseaux sociaux, c'est pas avoir de beaux designs que nos clients veulent. Ce qu'ils veulent à la fin, s'ils mettent toute cette énergie, c'est pour pouvoir générer des prospects qui vont devenir des clients. Ce qui a fait qu'en fait, on a pensé toute l'expérience maintenant sur cette logique-là d'acquisition. mhm. C'est, on ne crée pas un site internet, on crée un outil qui va permettre de collecter des leads que tu vas pouvoir convertir en client. On ne fait pas un post sur les réseaux sociaux pour faire un post sur les réseaux sociaux. On fait un post qui va rediriger vers un formulaire ou qui va pousser la personne à interagir pour ensuite pouvoir communiquer avec elle. Et je t'avoue qu'en fait, rien que par ça, j'ai compris en fait que l'enjeu du retour sur investissement. Parce qu'on le dit souvent, mais c'est très différent de dire, OK, j'ai dépensé tel montant pour pouvoir générer tel nombre de potentiels prospects qui sont devenus potentiellement clients. Des clients. Et là, ça change tout, en fait. Tout Ouais, d'un ouais, coup, ça, c'est là où nous devons aller aujourd'hui. oui, C'est ces retours-là que nous devons apporter à nos CEO. Et je pense que dès on arrive à se positionner comme ça, ils sont plus ils ouverts sont aussi plus sur plus ouverts, d'idées, plus de voilà. budget, plus Parce qu'il y de, a oui, voilà, il y a cette étiquette-là qui est collée sur les communicants, les marketeurs, voilà. Vous ne faites que dépenser, mais vous ne nous rapportez pas grand-chose, en fait. Donc, du coup, quand on a cette approche-là, ça permet à nos DG de voir que on n'est pas simplement en termes de dire, voilà, il faut qu'on fasse de la com, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse connaître l'argent, mais on ramène aussi des clients, on ramène du chiffre c'est d'affaires clair. Pouvoir pour la dire un boîte. nouveau client coûte.
1000 francs, Voilà. 1200. Ouais, Voilà. c'est clair. On ramène vraiment du business aussi Mm. pour nos structures et c'est là qu'on nous prend vraiment au sérieux, quoi. Bien On n'est sûr. pas seulement une poche de dépenses pour la boîte. Très clair. Ouais. Très, très clair. J'ai plus d'autres questions, hein. Je pense que je t'ai posé tout ce que j'avais comme question. Est-ce que tu as une exclusivité à nous partager? Quelque chose, qui va arriver, qu'on devrait savoir, euh, que ce soit perso, que ce soit au niveau de Perso, Sunu, comme tu veux. non, mais au niveau sous nous, ouais, mais je vais pas le dire, mais je juste dis qu'il y a de très très belles choses qui arrivent. Ou bien. En tout cas, si tu n'es pas client chez Sunu, faut être client chez Sunu. Donc Ou bien. ouais, ça, Moi, je suis client déjà chez Sunu, donc. ouais, ça il le faut. Donc il y a de très 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 belles choses qui arrivent. Ouais. Et voilà, maintenant côté perso, bon, ouais, soyez scotchés sur mon LinkedIn. Ou bien. Ouais, je vais partager les infos là-bas. Tranquillement. Abonnez-vous à son LinkedIn. Tranquillement. Donc, on va se partager les chics nouvelles. Ou bien. Ok. Top, 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 top. J'ai une petite dernière question. Ouais. C'est le canal préféré pour toi aujourd'hui pour communiquer au Togo. Euh, volet professionnel. Voler en tant que Ou marque. bien juste en tant que... En tant que marque. Ton Ouais. canal préféré pour communiquer. Quand on avait posé la question, par exemple, à Laté, il nous disait que c'était Instagram, je pense. Instagram, son canal préféré. Mhm. Toi, est-ce que ça peut être en ligne ou off ou en ligne, Ouais. hein, comme tu veux. Non, mais moi, bon voilà, qu'on dit, c'est le premier amour est le meilleur toujours, hein. Donc du coup, moi, je reviens toujours au terrain. C'est là-bas que j'ai été formé. Ou bien. Donc c'est là-bas où j'aime être. Ok. J'aime être sur le terrain. Ok. Donc moi, je peux pas faire une stratégie sans mettre voilà, un volet Des terrain hôtesses, dedans. ouais. Soit déployer des hôtesses, déployer des commerciaux, faire de l'animation en agence, voilà, ou faire un événement. Donc ça, je mets toujours ça dans mes stratégies. Le terrain, c'est essentiel en Afrique. Je mets toujours le terrain. Moi, c'est le terrain mon meilleur, voilà. Parce que je dis que ça ne trompe jamais, quoi. Bien sûr. Là, on est vraiment en contact avec les clients, il y a de la chaleur, voilà, donc on peut aller leur parler, on a plus avoir leur confiance et tout. Donc moi, c'est le terrain. Vive le terrain. Voilà. Maintenant, si tu veux que j'aille sur le digital, Ouais. je dirais TikTok. TikTok. Ok. TikTok, c'est vraiment aujourd'hui, waouh, c'est pas croyable. Ok. Ce que TikTok est en train de faire, c'est du lourd. Ou bien. Vraiment, c'est du lourd. Quand je vois les influenceurs, quand je vois un gars comme Kaby Lamé, je Oui, sais pas quoi, ouais. le Sénégalais, Italien, Sénégalais, là, ouais. voilà, de là où il était et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Avec TikTok. Avec TikTok. Aujourd'hui, avec TikTok, les artistes arrivent à s'exporter encore plus facilement. Ouais. Quelqu'un qui tousse même dans une maison devient star. Waouh, c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Donc, du coup, je me dis, il faut véritablement qu'on essaie de voir. C'est vrai, ça sera compliqué pour nous, des structures comme les banques et autres, de véritablement avoir leur place, mais tout est dans le contenu. Tout est dans le contenu et c'est là où on a besoin de vous, hein, les agences, pour réfléchir véritablement à quel type de contenu on propose pour les structures comme les nôtres et qui vont véritablement marcher parce que c'est vrai, on va passer par les influenceurs, mais c'est des influenceurs qui vont être appelés par d'autres marques. C'est des influenceurs qui peut-être après ont des bad buzz qui écorchent un peu leur image, donc qui va revenir sur notre marque aussi. Et on a vu l'exemple récemment avec le Togocom et autres, comment est-ce que les clients se sont plaints et tout ça. Donc c'est un peu le revers de la médaille en utilisant aujourd'hui les jeunes influenceurs, on appelle les nano, les micro-influenceurs sur TikTok et autres. Ou même quand tu prends les grands influenceurs, hein, les artistes et tout ça, c'est pareil. Il y a un risque. Il y a toujours un risque derrière. Donc, véritablement, comment est-ce qu'on se positionne sur ce type de médias? Je pense que c'est Sachant que vous avez l'enjeu de la sécurité. Voilà. Banque égale sécurité. Voilà, banque égale sécurité. Donc, du coup, comment est-ce que tu vends la sécurité? Avec le bon personnage. Avec TikTok. Voilà. Donc, ça, c'est Pandore qui gère. Très bien. Yann,
poser la question souvent. Bon, pour finir, ce que j'accepte à chaque fois, c'est est-ce que toi tu as une question pour moi? Bon, est-ce que j'ai une question pour Yann? Bon, juste dis merci. Merci à Yann pour tout ce que tu fais. Tu apportes véritablement quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, très dynamique. Voilà, très 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 amical. Donc, juste te féliciter encore pour tout ce que tu fais, tes projets, tes initiatives. Et tu apportes beaucoup de choses, en tout cas moi aussi personnellement, par rapport au contrat professionnel qu'il y a entre nous. Donc voilà, bon vent à Pandore, bon vent à Décrypte. Et puis voilà, quand on est ensemble. Et puis on va te raccueillir très bientôt lorsque tu feras l'annonce de ce que vous préparez avec Sounou, que je ne sais pas encore là. Ouais, On va te ouais, rappeler. y a pas de Et souci. j'espère que d'ici là, on sera à l'épisode 25 ou 45 de Décrypte. Très Ah, ça sera rapidement. top, ça sera top. Ce qui est sûr aujourd'hui, je peux me taguer de faire partie des premiers qui sont passés dans Exactement. l'émission. Donc voilà quoi, comme on l'a dit, il faut faire partie des pionniers. Donc Exactement. il faut être pionnier aussi hein, à venir chez Sounou. Ok, C'était merci beaucoup. Décrypte, épisode 2, avec Emmanuel Forson. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes des braves. À très vite. À très Merci bientôt. Emmanuel. On est ensemble.